Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Notre pays fait face à la propagation d'un virus. Une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie. En décembre 2019, une nouvelle maladie respiratoire apparaît en Chine. Elle se propage dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'agent responsable de cette maladie, adressons-nous à des spécialistes. L'Institut Pasteur est un lieu mondialement connu pour l'étude des maladies infectieuses et la recherche de solutions pour les combattre. Olivier Schwartz dirige une équipe de recherche en virologie. Je l'appelle. Bonjour professeur. Bonjour. Lorsqu'une épidémie comme celle-ci se déclare, quel est le rôle d'un laboratoire de virologie comme le vôtre? Nous, notre objectif a été d'abord de comprendre les mœurs de ce virus. On travaille beaucoup sur la réponse du système immunitaire et la production, par exemple, d'anticorps par une personne infectée. Comment ces anticorps fonctionnent, comment est-ce qu'ils vont bloquer la multiplication du virus. Il est très important, effectivement, de générer de la connaissance. On a un nouvel ennemi qui arrive et on a besoin de le caractériser, de le comprendre à tous les niveaux. Votre recherche sert donc à produire de la connaissance qui permettra ensuite de lutter contre l'épidémie, notamment grâce à des tests pour identifier les personnes infectées et grâce à des traitements. Et l'agent infectieux à l'origine de l'épidémie de Covid-19 est un virus nouveau. Il mesure 100 nanomètres, soit 0,0001 mm. Comment fait-on pour le voir ? Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire voir le virus pour nous? C'est une stratégie multi-échelle. On peut le voir à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire presque à l'état atomique. À l'Institut Pasteur, on est équipé avec un microscope qui permet de faire ça, qui s'appelle le microscope Titan. Ah oui, le microscope Titan est l'un des plus puissants au monde. Haut de près de 4 mètres, il est installé à l'Institut Pasteur dans un bâtiment spécialement créé pour lui, pour prévenir la moindre vibration, la moindre variation de température ou d'humidité. Dans le cas du virus responsable de la Covid-19, qu'est-ce qu'il vous permet d'observer ? On travaille beaucoup, par exemple, sur la spicule, parce que c'est la protéine qui est à la surface de la particule virale et qui donne d'ailleurs son nom au virus en forme de couronne. Et pourquoi on s'intéresse à cette spicule? Parce que c'est cette protéine qui permet au virus de rentrer dans la cellule, d'infecter de nouvelles cellules et donc d'être contagieux. Et d'autre part, c'est la cible du système immunitaire, puisque les anticorps que notre organisme vont produire vont être dirigés contre cette spicule pour empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Et d'ailleurs, toutes les stratégies vaccinales développées à l'heure actuelle visent à induire des anticorps contre la spicule. Donc là, vous avez montré des images à l'échelle moléculaire, et si on dézoome un peu pour se situer au niveau de la cellule, qu'est-ce que cela permet de voir? On a pu montrer que les cellules, une fois qu'elles sont infectées, eh bien justement elles ont de la spicule à leur surface, et elles peuvent communiquer avec les cellules avoisinantes et les infecter directement. Et ça c'est intéressant, c'est parce qu'on parle souvent du virus comme une entité infectieuse, c'est la petite particule virale qui fait 100 nanomètres et donc qui est très difficile à voir, mais ce n'est pas seulement ça l'entité infectieuse, c'est également la cellule. Une fois qu'elle est infectée, eh bien elle-même devient quelque chose d'infectieux. On voit donc une cellule infectée par SARS-CoV-2, donc c'est des fausses couleurs, et donc on voit le virus qui est coloré en orange, et donc on voit donc les centaines de particules virales produites par une seule cellule, et donc on voit donc c'est très très infectieux, et une fois que la cellule est infectée, elle va produire beaucoup de virus. Quelles sont les conséquences pour la cellule? On a pu montrer que les cellules bronchiques qui ont des petits cils qui permettent d'éliminer le mucus, normalement, eh bien, fonctionnent beaucoup moins bien lorsqu'elles sont infectées. Et donc là, c'est d'autres techniques encore. On a fait de la microscopie électronique à balayage qui nous donne de belles images glaçantes, puisqu'on voit, on voit vraiment le virus à l'œuvre et son effet sur le fonctionnement normal de la cellule. Là, on a une cellule infectée. Elle est toute chauve, comme moi. Voilà, elle a perdu ses cils. Et on voit en jaune, ici, c'est les particules virales, et donc on voit que le virus est en train de passer aux cellules probablement avoisinantes. Et là, la cellule, elle est d'ailleurs en train d'être extrudée, d'être éliminée de l'épithélium, parce qu'elle est en train de mourir de l'infection. Après, on peut encore donc dézoomer et donc s'intéresser au niveau du corps entier. Eh bien, comment réagit le système immunitaire? Pourquoi est-ce qu'on va avoir de l'inflammation? Pourquoi certaines personnes vont faire des formes plus graves? Et on peut encore dézoomer, et là, on passe au niveau non pas d'une personne, mais
d'un ensemble de personnes, donc c'est de l'épidémiologie, c'est la transmission du virus au sein d'une population, d'une ville, d'une communauté. Très bien. Merci pour ces explications, professeur. À bientôt. Au revoir. Dans un sujet d'actualité, beaucoup de personnes ont tendance à donner de leur opinion personnelle. La connaissance scientifique n'est pas une opinion. Elle est élaborée de façon méthodique, rigoureuse et collective, à l'aide d'outils sophistiqués et complémentaires. C'est ainsi que les scientifiques produisent des connaissances fiables, car soutenues par des preuves, et dans lesquelles nous pouvons avoir confiance.